Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire organisé par le CK dans le cadre d'une action financée par l'ARS Nouvelle-Aquitaine et portant sur la sécurisation des prises en charge aux urgences aujourd'hui. Nous aurons le plaisir de co-animer ce webinaire avec le docteur Laurent Maillard, que je laisserai se présenter dans un moment. Donc moi, je suis Véronique Garcia, chef de projet responsable gestion des risques au CK, et je suis accompagnée de ma collègue Valérie Etchegori, chargée de mission EGS au CK. Donc, quelques petites informations techniques avant de débuter ce webinaire. Donc, je vous rappelle que ce webinaire est enregistré et que le replay sera disponible dans les prochains jours, probablement d'ici demain, donc sur le site du CK, via notre chaîne YouTube comme d'habitude. Le support, donc les diapositives également que nous allons vous projeter aujourd'hui, seront également disponibles sur le site du CK. Autre point important technique, c'est que voilà, notre responsable de communication, Anne-Tara Borelli, est en train de vous mettre des petits messages dans le chat. Donc, vous avez la possibilité, bien entendu, de poser vos questions, soit par l'onglet conversation, soit par l'onglet Q&R. Ça dépend la version Teams dont vous disposez. Donc, vous avez l'opportunité, bien sûr, de poser vos questions et on les attend, on les espère nombreuses, via l'un ou l'autre de ces onglets. Ça match, on pourra les lire et on essaiera de vous répondre le plus précisément possible. Sans plus attendre, je vous propose de commencer. Je vais vous partager le support. Hop. Donc, sécurisation des prises en charge aux urgences. Un vaste sujet, donc on a été obligé de se restreindre. Vous allez le voir, mais on va quand même vous amener un certain nombre d'informations, j'espère, intéressantes. Avant de démarrer, on souhaitait repréciser, même si j'espère que vous connaissez par cœur, bien entendu, les modalités de sollicitation du CK, mais mine de rien, de temps en temps, c'est bien de vous rappeler un petit peu tout ça. Donc, comment ça fonctionne ? Survient un EIGS. Donc là, en lien, en l'occurrence, avec les urgences, on est d'accord, puisque c'est la thématique de la journée. Donc, survient un EIGS. Une fois que vous avez bien entendu mis en sécurité le patient, fait ce qu'il y avait à faire, vous allez être amené, que vous soyez une structure sanitaire ou médico-sociale, a priori à déclarer cet EIGS via le portail national de signalement des événements indésirables graves associés aux soins. Les structures médico-sociales ont la possibilité également de déclarer cet événement via le portail de l'ARS et le site de l'ARS, pardon, et le point focal en particulier pour notre région, via le formulaire spécifique de déclaration des EIG, des dysfonctionnements graves, donc formulaire spécifique aux structures médico-sociales. Que ce soit le formulaire de déclaration des EIGS, donc du portail, que ce soit le formulaire spécifique du médico-social, ces deux déclarations arrivent à l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Qui dit événement indésirable grave associé aux soins dit évidemment analyse approfondie des causes. Et donc ça, vous pouvez solliciter, bien entendu, la mission UGS du CK si vous souhaitez une aide à l'analyse de cet événement indésirable grave associé aux soins. Soit vous nous appelez directement, nous contactez directement, soit si vous avez coché oui, et c'est le sens de cet encart rouge sur le modèle de formulaire de la déclaration via le portail, vous savez, le dernier encart qui se situe tout en bas du volet 1 vous mentionne, si vous souhaitez, l'appui d'une expertise externe pour réaliser l'analyse approfondie de l'EIGS. Donc, sachez, je vous rappelle que si vous cochez oui sur cette dernière ligne, je vais y arriver décidément, eh bien, l'ARS nous transmet de manière automatique votre déclaration. Voilà, vous avez cette possibilité, soit vous nous sollicitez directement, soit via le volet 1
nous récupérons l'information et nous vous contactons de manière systématique. En revanche, si vous êtes établissement médico-social et que vous faites votre déclaration via la fiche de signalement EIG spécifique au médico-social, les fiches n'arrivent pas chez nous, donc il faudra que vous nous sollicitiez en direct. Autre possibilité, bien entendu, dans certains cas de figure, c'est l'ARS Nouvelle-Aquitaine qui nous sollicite pour vous accompagner à l'analyse de l'événement que vous aurez déclaré. Et ces analyses, nous les réalisons avec des praticiens ou des personnes qualifiées, voilà, qui intègrent un réseau qu'on est en train de constituer petit à petit. Donc, de personnes qui sont référentes de la thématique en lien avec le IGS que vous avez déclaré. Et là, en l'occurrence, sur ces événements indésirables graves associés aux soins en lien avec les prises en charge aux urgences, nous travaillons beaucoup avec le docteur Maillard qui interviendra juste après au titre de l'ORU. Vous y reviendrez. Alors, quelques chiffres introductifs du propos ensuite du docteur Maillard. Nous avons repris les chiffres, les données des accompagnements à l'analyse de JGS en lien avec donc, la thématique urgence au sens large de ces 3 dernières années. Donc, ce premier graphique en lien avec les transferts inter-établissements, TIE, transferts inter-établissements. Donc, vous voyez, entre 2022 et 2024, nous avons accompagné une quarantaine d'événements indésirables graves associés aux soins en lien avec cette thématique des transferts interétablissements. Vous voyez, 8 en 2022, 17 en 2023, et nous en sommes à 14 à ce jour, en lien avec les transferts interétablissements. Donc, ça, c'est la barre sombre, j'ai envie de dire, le foncé noir. Et vous avez ensuite, juste à côté, le comparatif par rapport au nombre total d'analyses approfondies des causes que nous avons accompagnées en termes d'accompagnement complet, c'est-à-dire que vraiment on accompagne la structure de A à Z sur cette thématique. Vous voyez, donc ça représentait 8 analyses sur 25 en 2022. On en est à 14 sur 44 en 2024. Concernant, pardon, j'étais un petit peu trop vite, concernant toujours ces transferts inter-établissements, donc toujours entre 2022 et 2024, là nous avons un peu décomposé en fonction de la spécialité ou en tout cas du secteur d'activité concerné. Et vous voyez que ce sont essentiellement des EIGS en lien avec une prise en charge médicale, médecine, qui concernaient ces transferts inter-établissements. Un peu de pédiatrie, entre 1 et 2 cas par an, c'est stable. Un petit peu d'obstétrique. Alors pourquoi 0 cette année? C'est parce que les EIGS en lien avec l'obstétrique ont été transférés vers le réseau Périnat Nouvelle-Aquitaine, toute l'expertise nécessaire pour analyser ces événements. Pour ça que cette année, on n'en a pas. Et puis, on a une apparition, vous voyez, de la gériatrie. Alors, gériatrie au sens large, il y a les EHPAD là-dedans, mais parce qu'on le voit, nous, on constate effectivement des sollicitations un peu plus importantes depuis l'année dernière sur ces thématiques. Et donc là, on a des événements en lien avec des problématiques de transfert inter-établissement de personnes venant, par exemple, d'EHPAD qui ont besoin d'aller en secteur sanitaire. Voilà, des problématiques qui surgissent, et en tout cas qui surgissent pas forcément, mais en tout cas qui arrivent jusqu'à nous. Là, je vais le reformuler comme ça, c'est plutôt ça, la bonne formulation. Et puis la chirurgie, on a eu plusieurs cas l'année dernière, on n'en avait pas en 2022, et cette année, on a été très peu sollicité là aussi sur des EGS en lien avec la chirurgie, notamment qui nécessitait des transferts interétablissements. Cette diapo, cette fois-ci, pour vous faire un focus non plus sur les problématiques de transfert inter-établissement, mais sur d'autres événements indésirables graves associés aux soins, cette fois-ci survenus dans un contexte d'urgence. On sort des transferts inter-établissements, mais n'empêche qu'on est quand même dans une problématique de prise en charge en urgence. Et là, vous voyez, ça a concerné 9 cas en 2022, 18 l'année dernière et 15, on en est à 15 cette année.
vous voyez que j'aurais pu faire un sous-total, en fait. Là, en voyant le tableau, je me dis, j'aurais pu vous faire un sous-total. Entre les transferts inter-établissements et les problématiques de IGS survenues dans un contexte d'urgence, vous voyez, ça représente 17 cas sur 25 pour lesquels on a été sollicité, encore une fois, en 2022. 35 sur 42 sollicitations en 2023 et 29 sur 44 cette année, parce qu'effectivement, on a un petit peu plus, je pense, de sollicitations, notamment sur des thématiques suicides. Donc, et un petit peu moins sur des problématiques de l'urgence, même si on en a beaucoup, notamment ces dernières semaines. Donc voilà, toujours pareil, en dessous, vous avez un graphique qui vous montre un petit peu la répartition de ces EIGS, mais très, très grossière, hein. Vous voyez quelques cas, là encore une fois, de pédiatrie, mais c'est vraiment pas la majorité de notre activité. Beaucoup de MCO, un petit peu gériatrie, j'aurais dû mettre plutôt médico-social, et la santé mentale de manière plus anecdotique. J'en ai fini pour cette introduction très simple et limitée, et je vais laisser la parole au docteur Maillard. J'arrête le partage, qui va se présenter, et je te laisse la parole, Laurent, je te laisse te présenter. Merci encore d'avoir accepté de participer à ce webinaire. Donc, bonjour à tous. Moi, je remercie également le CECA de permettre de présenter un peu nos travaux. Donc, je suis le docteur Maillard, je suis le responsable des urgences et du SAMU d'Agen et responsable des urgences de Marmande. Et je suis également le coordonnateur médical de l'ORU Nouvelle-Aquitaine. Ce que je vais vous présenter concernant la sécurisation des prises en charge des patients, c'est deux volets. Le premier qui concerne tout ce qui est filière, qui est une réflexion que nous avons au niveau national pour mieux structurer nos organisations. Et le second sur les outils de suivi de l'opérationnalité de notre offre de soins. Alors, je vais commencer mon partage. Hop. Voilà. Ah. Est-ce que vous voyez le diaporama en plein écran? Ouais. Ça fonctionne, merci Laurent. Ouais. Donc, comme ça vient d'être montré, aujourd'hui, on a une problématique sur les transports interhospitaliers et on est bien là dans le cadre de nos filières de prise en charge en médecine d'urgence, sujet qui va devenir de plus en plus prégnant avec le regroupement des plateaux techniques. Et puis pendant les prochaines années, avec ces problématiques liées aux ruptures de filière que nous pouvons vivre très régulièrement en fonction de nos plateaux techniques ou de nos capacitaires sur les établissements. Alors, une filière d'urgence, pourquoi on souhaite que ça soit structuré? Parce que ce qu'on veut savoir, c'est quels sont les établissements qui sont en capacité de prendre en charge des patients répondant à une typologie bien définie au niveau d'un territoire ou d'une région et nécessitant un environnement spécialisé, on va le voir tout à l'heure. Et on sait que tous les établissements n'ont pas le même niveau de capacité de prise en charge, soit du fait de leur plateau technique, soit du fait des spécialistes qu'ils ont au sein de leur structure. Donc, il nous faut absolument avoir une réflexion sur comment on peut graduer les établissements, comment on peut à un moment se dire que je passe de la filière A, B, C, D ou Z, finalement, la façon de présenter la filière est pour tous la même, ce qui veut dire que c'est un langage commun pour les protagonistes des filières d'urgence. Et puis, une dernière fois, comment on est en capacité de suivre tous les moyens qui sont à notre disposition pour pouvoir prendre en charge un patient au sein de cette filière. Alors, le premier sujet, c'était de bien définir ce qu'était une filière de médecine d'urgence. On est arrivé à une définition commune en disant qu'un établissement qui
faisait partie d'une filière d'urgence interétablissement. C'était simple. C'était un établissement qui avait tout d'abord un point d'entrée, c'est-à-dire ou un service d'urgence ou un point d'accueil spécifique sur la filière, et puis tout l'environnement nécessaire pour prendre en charge le patient jusqu'au capacitaire, et on va rentrer un petit peu plus dans les détails après. L'intérêt de pouvoir définir chaque paramètre nécessaire à la filière va nous permettre donc par la suite, organiser cette filière et le positionnement des établissements dans cette filière. Alors, un autre point qui était très important pour nous, c'était faire la dichotomie entre ce qui était une filière vitale et une filière non vitale. Alors, pourquoi on a fait ça? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que dans la filière vitale, ce qui était le plus important, c'était le plateau technique. Peu importe le capacitaire. Alors, bien sûr qu'on y fait attention quand on prend en charge un patient, mais à un moment, si vous avez une personne qui a une fracture du crâne avec un hématome suddural, si vous avez qu'un seul service de neurochir qui peut faire l'acte salvateur, s'il n'a pas de place, le problème va devenir secondaire. Donc, vraiment, un besoin de faire un distinguo entre ces filières vitales versus celles qui sont non vitales, où ce que l'on se dit, c'est que là, c'est une prise en charge globale du patient, avec aussi bien le plateau technique que le capacitaire pour assurer la prise en charge secondaire. Une fois qu'on a dit ça, le deuxième sujet, c'est de se dire, bon, maintenant, on a identifié les établissements qui peuvent faire partie de la filière. Donc, je reviens avec cette porte d'entrée, ce plateau technique, ce capacitaire, tous les spécialistes, la permanence des soins, etc. C'est comment on peut catégoriser les établissements. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on est reparti sur ce qui existe déjà, avec les établissements de proximité, les établissements de recours et les établissements experts. On a fait ce distinguo sur ces trois types d'établissements sans mettre de niveau, parce que ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que justement, et c'est l'objet un peu de nos travaux, c'est qu'en fonction des filières, on va avoir un niveau 3 qui est expert dans une filière et qui est proximité dans une autre filière. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on gomme tout ça, on donne un nom à la capacité de prise en charge de l'établissement et malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, on ne rentre plus dans cette notion de niveau d'établissement. On intègre également au niveau de ces trois établissements la possibilité d'avoir des sous-catégories en fonction de la granularité importante pour définir les plateaux techniques. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit pour l'organisation de ces filières, on a identifié tous les moyens qui étaient à disposition des établissements et ces établissements qui participent à la filière, nous sommes capables de les catégoriser. Et puis arrive une nouvelle notion qui sont les établissements partenaires. Alors les établissements partenaires, c'est quoi? Ce sont des établissements qui de base ne font pas partie de la filière, mais qui ont cependant un plateau technique ou un capacitaire qui pourrait participer à la filière. Ce sont des établissements qui en général n'ont pas de porte d'entrée, mais qui peuvent être d'un appui pour la filière. Alors nous, ces établissements, on les a intégrés parce que ils sont partie prenante dans tous les modes dégradés et c'est vraiment l'objet de ce qu'on propose aujourd'hui, c'est de construire des filières formalisées avec un mode nominal et un mode dégradé. On va en parler par la suite. Alors ça donne quoi sur le terrain? Là, je vous ai mis le schéma d'une filière où nous avons donc ces services d'urgence avec ces plateaux techniques et ce capacitaire. Dans le cas, par exemple, de l'AVC, on voit très bien que la proximité, c'est un service d'urgence, une IRM et la possibilité de faire de la télémédecine, que le niveau appui, c'est j'ai de la PDSES et j'ai une UNV, et que le niveau expert, c'est j'ai la capacité de faire de la thrombectomie. On pourrait le faire pour le syndrome coronarien aigu, on peut le faire pour la traumato. En fait, cette gradation en trois niveaux se partage très bien, quel que soit le type de filière.
Alors, je reviens à ce que j'évoquais tout à l'heure. On a identifié nos établissements, on a identifié le mode que nous appelons nominal versus le mode dégradé. Bah, maintenant, et là, c'est vraiment l'enjeu dans le cadre de cette sécurisation des prises en charge des urgences, c'est la formalisation des logigrammes. C'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir qu'au niveau de nos établissements, dès que nous sommes dans le cadre de filières interhospitalières, il y ait des choses qui soient formalisées pour savoir qui fait quoi. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, je prenais l'exemple de la traumato, vous êtes dans un établissement de proximité où ben, on va vous dire qu'au-delà de 2 fractures, on ne les prend plus en charge et il faut les transférer à Bordeaux. Bordeaux va vous répondre que ben, vous êtes bien gentil, mais 2 fractures, c'est facile à prendre en charge, donc ils se débrouillent au niveau de l'établissement. Si on veut vraiment sécuriser nos prises en charge des patients, à un moment, il va falloir écrire les choses. Il va falloir les écrire, les partager et intégrer dans cette réflexion le mode dégradé. Donc, on va avoir, bah, moi, ma filière, logiquement, elle marche comme ça, avec, là, c'est un patient qui peut être pris en charge par un établissement de proximité, qui doit être pris en charge par un établissement de recours ou d'appui, ou qui nécessite obligatoirement un établissement expert. Bah, ça, on doit être en capacité de l'écrire. Et puis, en parallèle, dire, bah, si j'ai l'un des établissements qui ne fonctionne plus au niveau de cette filière, qu'est-ce qu'on propose aux urgentistes de cet établissement pour répondre à la prise en charge des patients qui vont probablement continuer à venir sur sa structure. Les procédures, ce sont les procédures internes aux établissements. Je reprends l'exemple de l'AVC parce que je le trouve pas mal. Mon patient arrive. euh, Comment je suis organisé pour qu'il puisse, dès le moment où on suspecte un AVC, pouvoir avoir son IRM en moins de 30 minutes. Bah, là aussi, ça nécessite un certain formalisme parce que c'est pas au moment où on va discuter, où on va appeler le radiologue, qu'il va falloir remettre en cause toutes les idées de prise en charge qui avaient été proposées jusqu'à présent. Le protocole, il est régional. C'est-à-dire que là, on est sur un AVC, c'est la thrombolyse sur la phase initiale, la thrombectomie jusqu'à 24 heures. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui doit être partagé au niveau de la filière, au niveau régional ou territorial, en fonction du réseau nécessaire pour ce type de filière. Et puis, je finirai par le registre opérationnel des ressources. Eh bien, lorsque l'on construit la filière, ce registre opérationnel des ressources, c'est celui où on va vraiment décrire notre offre de soins. C'est là où on va pouvoir retrouver tous les éléments qui font que on va savoir dans quelle typologie l'établissement se situe au sein de la filière. Est-ce que c'est un appui? Est-ce que c'est un expert? Est-ce que c'est un établissement de proximité? Ou bien, justement, ce qu'on évoquait juste avant, on se rend compte qu'il a un plateau technique et un capacitaire. Cela pourrait être un établissement partenaire dans le cadre des modes dégradés. Alors, justement, on va arriver à ce mode nominal et ce mode dégradé. Donc, le mode nominal, c'est celui pour lequel la filière a été structurée au départ, un mode totalement standard, partagé par tous. Le mode dégradé, c'est mon alerte. Mon alerte, c'est à un moment, je suis toujours en capacité de prendre en charge un patient, mais j'ai une problématique au niveau de mon établissement. Par exemple, dans le cadre de l'AVC, mon IRM ne fonctionne plus, mais je peux toujours faire un scanner. Ou bien, j'ai plus de place à l'UNV, mais je me débrouillerai pour me faire une place. C'est à un moment, on est dans une situation qui est limite, il manque 2 infirmières. C'est tracer une problématique qui peut éveiller chez les différents partenaires bah, une information qui va leur dire bah, entre 2 établissements, c'est peut-être pas celui qui est le plus en difficulté que je vais appeler en premier. Alors la rupture de filière, j'ai évoqué tout à l'heure, on faisait une différence entre les filières vitales et les filières non vitales. Et là, on donne 2 niveaux dans la rupture de filière. Tout d'abord, la rupture partielle, c'est
je perds mon niveau initial de prise en charge. J'étais un établissement expert, ben, je deviens un établissement de recours ou de proximité parce que j'ai plus ma table de thrombectomie. Ou bien j'ai une rupture totale, ben là, carrément, mon bloc opératoire est fini et je ne peux plus prendre en charge de patients dans le cadre de cette fille. La comitologie, je vais passer rapidement. Le dernier point que je voulais aborder avec vous sur cette notion de filière, c'est celui sur l'outil filière. Alors l'outil filière, j'en parlais juste après. Une fois de plus, c'est une information supplémentaire pour les professionnels qui sont auprès du patient qui va être qualifié pour l'une des filières. C'est comment faire remonter l'information que justement l'établissement porteur de la filière est dans une situation dégradée, soit en alerte, soit en rupture. Donc on a réfléchi à un outil national. Je vais vous montrer l'ébauche qui fonctionne au niveau de notre région, justement pour essayer d'éviter tous les établissements qui sont en rupture de filière. C'est un énorme gain de temps pour l'ensemble des professionnels qui participent à la prise en charge du patient. Et en termes de sécurisation, on sait que le gain de temps est quelque chose de fondamental. Et du coup, l'objet pour nous, c'est en définitive, d'arriver à produire une carte à l'ensemble des partenaires des filières où ils verront en temps réel l'opérationnalité des différents établissements référents de la filière en je suis opérationnel en mode nominal, je suis en alerte ou je suis en mode dégradé. Donc, ce que je vous propose, c'est peut-être de faire une première pause là avant de vous présenter un peu plus loin les outils, s'il y a des questions. S'il n'y en a pas, j'attaque. Non, je n'en vois pas. Du coup, je vais attaquer la deuxième partie. Okay. Donc, la deuxième partie, c'est sur un outil que nous avons déjà mis en production et auquel vous avez tous accès. Alors, je vais ouvrir mon ROR. Il faut que je partage avant. Donc, voilà pour ce qui est du ROR. Ouais, pas faire ça, on va faire ça. Donc, aujourd'hui, au niveau de l'Observatoire régional des urgences, par rapport à ce que je viens de vous montrer, on a mis à disposition un certain nombre d'outils opérationnels pour suivre les dysfonctionnements au niveau de nos établissements de santé. Alors, du coup, je vais dans les outils régionaux. Et j'ouvre donc cet outil de veille régionale. Alors, cet outil de veille régionale, il se compose en 3 volets. Le premier volet vous donne une vision, alors je vais agrandir quand même, un peu, voilà, très bien. Ce premier volet vous donne une vision des établissements et des structures d'urgence. Mais il vous donne une notion de tous les établissements. Je vais vous rajouter les établissements sans service d'urgence. Et puis, je vais prendre, et ce que je vais faire, je vais prendre un département. On va prendre le 64. Allez, hop. Donc là, vous voyez en temps réel, hein, parce que l'ensemble des établissements du territoire du 64, ensemble des établissements de santé, avec tous ceux qui ont la partie verte supérieure, ce sont les établissements où il n'y a pas de dysfonctionnement tracé. Et ceux qui ont la partie grisée en bas, ce sont les établissements qui n'ont pas de service d'urgence.
ici, vous avez un cercle qui est complet avec la partie établissement en haut et la partie service d'urgence en bas. Alors, qu'est-ce qu'on peut déclarer à partir de cet outil? Ben, on peut déclarer différentes notions. Pour les établissements, on peut déclarer une alerte discipline, une tension en établissement de santé, une tension solitaire ou un plan blanc. Donc ici, nous avons actuellement le CH de la Côte-Basse, le CH de Pau et le CH d'Aguilera qui viennent de déclarer une tension. Et lorsque l'on déclare une tension, ça veut dire qu'on a mis en place automatiquement le plan de mobilisation interne de niveau 1 au niveau de l'établissement pour fluidifier l'aval des urgences et une fois de plus, s'assurer qu'il n'y ait pas une stagnation de ces patients dans nos structures d'urgence qui a un effet délétère bien connu. Au niveau des urgences, alors tout à l'heure, je crois que j'ai vu que Blaye avait déclaré, alors on va aller sur Blaye. Hop. Voilà, donc Blaye a fait une demande de temporisation. Alors, c'est quoi une demande de temporisation? C'est ce que certains appellent un stop SAMU. C'est-à-dire que là, il explique, hein, ils ont trop de patients au niveau de leur service. Et si on voulait, on va même aller plus loin. Hop, voilà. Voilà, ça, c'est tous les patients qu'ils ont dans le service à l'heure actuelle. Et eux, ils disent, ben, actuellement, je ne suis pas en capacité de prendre en charge tous ces patients. Est-ce que vous pouvez organiser un délestage, sachant qu'ils ont 12 patients de vue, 10 patients non vus. Il y a 2 médecins, il y en a peut-être un qui est parti en intervention. Et ils disent, ben, moi, dans ces conditions-là, si je veux assurer une qualité de prise en charge, je ne suis pas en capacité de le faire. Donc, je poursuis toujours avec cet outil. Donc, nous avons vu en temps réel, nous avons donc la vision sur ces établissements et ces structures d'urgence. Nous avons la capacité de voir également les problématiques qu'on pourrait rencontrer en SMUR, une suspension partielle ou une suspension complète d'un SMUR. Et pour revenir aux filières telles que je vous les ai montrées tout à l'heure, ben on pourrait très bien dire, quoi, on peut le faire aujourd'hui. J'ai une problématique sur ma filière AVC, et ben hop, je le trace et l'information remonte à l'ensemble des acteurs de la santé de la région. Pour pouvoir avoir accès à cette vision générale, bah, il suffit juste d'avoir une ouverture des droits par le référent de l'établissement. Alors, je vais vous montrer comment ça marche, hein. Hop, voilà. Moi, mon périmètre, c'est où j'ai un problème au niveau du SAMU, où j'ai un problème au niveau de la structure d'urgence. Donc, je prends la structure d'urgence. Je choisis une déclaration, une demande de temporisation. Voilà mon motif. Bah, j'ai trop de patients. Ou ben, il me manque un médecin, il me manque une infirmière, j'ai un défaut de locaux, de plateau technique, voilà. Vous rentrez la donnée que vous voulez. Et vous pouvez rajouter des informations et un commentaire si vous voulez que ça remonte au niveau d'un mail qui sera diffusé secondairement. Au niveau de l'établissement de santé, ma déclaration, c'est pareil, alerte, tension, demande, hop, plan blanc. Donc, ma tension en établissement de santé. Alors, hop, là, je vais aller sur une carence en lit, ce n'est pas un problème de RH. Mon type de déclaration sur ma tension d'établissement, on a fait un distinguo entre adulte et pédiatrie, et j'en remplis mes détails. Je poursuis. Hop, je vais aller sur la suivante. Sur ma filière, donc, hop, on va écrire rupture de filière. Période concernée, parce qu'on peut très bien écrire sur quelle période, voilà. Hop, on va écrire carence de lit. Et là, vous avez les filières. Donc, vous pouvez, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, dire, ben, moi, aujourd'hui, ma table de thrombectomie ne fonctionne plus. Je n'ai plus que mon UNV qui fonctionne. Et là, aujourd'hui, donc, comme je vous le dis, hein, l'outil est opérationnel. Vous pouvez retrouver l'information
au niveau de l'outil Veille aux rues qui vous tient au fur et à mesure des déclarations au courant de ce qui se passe au niveau de notre région. Alors, l'objet de cet outil, il est double. Il est tout d'abord opérationnel, c'est-à-dire que pour l'orientation d'un patient, et on est dans la sécurisation aujourd'hui, et bien effectivement, ça nous ouvre des choix que nous n'avions pas obligatoirement avec les organisations sur les filières et les établissements partenaires. Ça nous permet de ne pas orienter un patient vers un établissement qui n'est pas en capacité de prendre en charge le patient. Ça, c'est sur le côté opérationnel. Et l'autre côté qui est très important, c'est également le côté a posteriori. A posteriori, ça nous permet de faire une analyse de ce qui se passe au niveau de nos structures. Je vous donne un exemple. Si vous vous rendez compte, par exemple, qu'un établissement déclenche une temporisation tous les jours à la même heure, bah, c'est que probablement il y a un problème d'organisation au niveau de cet établissement et que les moyens qui sont mis en place à l'heure où ils demandent une temporisation sont certainement pas adaptés au flux des patients qu'ils reçoivent tous les jours. Donc, on a une vraie vision sur l'opérationnalité de notre filière. On a une vision sur l'opérationnalité de nos établissements de santé et du coup une nette plus-value au niveau des analyses qui sont faites a posteriori pour essayer de voir ce que l'on peut améliorer au niveau de nos établissements de santé. Voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je vous le redis, la partie filière, c'est vraiment le travail que l'on doit construire dans les mois à venir. Et je pense que dès le moment où il y a une réflexion sur la permanence des soins d'établissement de santé, en parallèle, il doit y avoir une formalisation de la filière à l'échelon territorial ou régional. Et deuxièmement, nous avons un outil opérationnel aujourd'hui qui nous permet de suivre les problématiques rencontrées par nos établissements avec un niveau de granularité qui permet un suivi au niveau des SAMU, des urgences, des SMUR et des filières. Je suis ouvert à vos questions. Merci beaucoup, Laurent. Alors, des questions? Pas encore, ça va peut-être venir. Moi, je voulais rebondir sur la première partie de ton exposé, notamment sur les filières. Je pense que c'est très important ce que tu as énoncé autour de cette formalisation des filières. Nous, on le voit de notre côté, Prisme, Mission UIGS, sur les sollicitations qui nous arrivent, très clairement, à 90%, on a des problématiques parce que les filières ne sont pas formalisées. En fait, il y a des habitudes de travail ensemble, mais rien n'est formalisé, ce qui fait que le jour où il y a un petit grain de sable dans l'engrenage, malheureusement, ça stoppe toute la machine et c'est là qu'on voit apparaître des retards de prise en charge. Donc, je pense que très clairement, il faudrait, pour tous les GHT, dans tous les départements, dans tous les départements, arriver à formaliser ces filières avec ces différents niveaux en plus de recours. Ça, je trouve que c'est extrêmement important de savoir au final. Tu avais une diapo comme ça qui était très parlante. Nous, on s'est fait la réflexion avec les différents niveaux d'expertise, entre guillemets, je ne sais pas comment on peut dire, mais de recours avec les particularités de chacun. Et je trouvais que c'était très important d'avoir cette vision et cette connaissance en fait des plateaux techniques qui sont disponibles dans les différents établissements. Je pense que c'était vraiment très important. Et aujourd'hui, ça manque. Voilà, celle-ci, je trouvais que, nous, ça nous a vraiment interpellés et on s'est dit, mais oui, en fait, il faudrait qu'on arrive pour chaque filière à formaliser quelque chose comme ça, parce que du coup, on sait tout de suite vers qui se tourner. Si le premier établissement n'a pas la place, on sait tout de suite quel est le deuxième, etc., etc. Alors,
Notre réflexion, alors déjà, sur la formalisation, je partage totalement. C'est quelque chose pour lequel je trouve qu'on a peu de culture. Alors, autant sur des protocoles encore, on est plutôt pas mauvais. Sur des procédures internes, c'est du balbutiement. Mais alors, sur des logigrammes à l'échelle d'un territoire ou d'une région, comment dire, c'est d'une complexité sans nom. Moi, ce qui m'interpelle aujourd'hui, c'est que en parallèle, on réfléchit sur la permanence des soins en établissement de santé à l'échelle de la région et que ce cahier des charges filière n'est pas attenant justement de cette réflexion. Donc, c'est une discussion que j'ai eue la dernière fois avec l'ARS en disant il faut qu'on arrête de penser que financement de la permanence des soins. Il faut vraiment qu'on ait une vision globale. C'est-à-dire que dès le moment où on veut construire quelque chose, et l'intérêt de la permanence des soins, c'est quand même bien ça, c'est de garantir quelque part une prise en charge territoriale et ou régionale. Mais on ne doit pas s'arrêter aux spécialistes. On doit s'arrêter à l'intégralité de la filière avec ce qu'on a évoqué, ces établissements partenaires. Et nous, ça avait été une réflexion qu'on avait eue sur la Gironde, où à un moment, il y avait eu un problème sur la traumatologie. Mais quand on a été voir les établissements qui avaient un plateau technique qui pouvait répondre, bah, on se dit, bah, ils sont 8 ou 9 établissements, ça fait 8 ou 9 patients supplémentaires qui peuvent être pris en charge au quotidien, ça change toute la vision sur la problématique. Et des établissements qui nous disent, bah, si c'est dans le cadre d'un mode dégradé, pourquoi pas? Donc, on voit qu'il y a une capacité de solidarité, mais comme il n'y a pas de formalisme du tout là-dedans, eh ben, le professionnel qui est face à cette situation le jour J, bah, ils se retrouvent perdus dans nos dispositifs qui ne sont malheureusement pas bien formalisés. Non, mais très clairement, c'est ce qu'on voit, nous, dans les événements qui arrivent jusqu'à nous pour qu'on accompagne l'analyse. Vraiment, on se trouve évidemment dans des situations de permanence des soins, de tension, dans différentes structures, avec des pertes de chance pour les patients, avec des pertes de temps et d'énergie considérables pour les professionnels qui passent leur temps à téléphoner du coup de droite et de gauche pour essayer de trouver de la place, qui attendent des retours, enfin voilà. Donc si on avait pu en amont réfléchir à cette organisation en mode normal, puis en mode dégradé, et comme tu le dis, avec cette notion d'établissement partenaire, moi je découvre, je ne connaissais pas ça, et je trouve que ça serait extrêmement intéressant à l'échelle d'un territoire de pouvoir y réfléchir avant d'être sur la crise. Surtout que là, ce que je vous ai montré, c'est qu'on a des outils, ça y est, qui commencent à nous permettre de suivre. Donc, C'est ça. ça veut dire que demain, alors on n'en est pas encore au stade de la cartographie, mais moi, je me dis, d'ici 6 mois, on pourra avoir une cartographie de l'ensemble des établissements qui participent à la filière en temps réel, à la condition que les référents de filière tracent bien les dysfonctionnements qui existent dans leur filière. Et oui, bien sûr. Et oui, tout ça ne fonctionne effectivement que si chacun joue le jeu, on est d'accord de remplir en temps réel, de manière à ce qu'on ait vraiment cette cartographie actualisée, voilà, des moyens, des ressources disponibles, et bien sûr. Et oui, oui, bien sûr. Ok. Est-ce que vous avez des questions dans l'assistance? Ils sont très sages, ils ont tout compris. Tu as été très clair, Laurent. Ils ont tout compris. C'est formidable. Ah, tant mieux, hein. Écoute, enfin, en tout cas, nous, on a trouvé ça très clair et très intéressant. Donc, je pense que de leur côté, ils ont dû se dire la même chose, que c'était tout très clair. Donc, c'est parfait. Très bien. Je vous laisse 10 secondes de plus. Bon. Bon, écoute, on ne voit rien. Donc, on vous laisse. Vous avez encore une petite opportunité. On reprend la main, Laurent. Et nous allons vous Alors, repartager l'information. Donc, nous reprenons la main. Hop.
Donc, oui, quelques informations. On voulait vous rappeler que vous avez à votre disposition, si vous le souhaitez, tout un tas de fiches, d'outils, des fiches PORAP, des fiches CK et des flashs sécurité patient autour de cette thématique de la prise en charge aux urgences et en urgence. Donc, des fiches réflexes PORAP, dont une autour des transferts interétablissements. Donc, c'est une fiche réflexe à laquelle le CK avait participé l'année dernière pour sa rédaction. On a travaillé avec la STRA Grand Est et RSQR, c'est la STRA des Hauts-de-France. Donc, nous avions été 3 SRA sur la rédaction de cette fiche réflexe qui reprend 4 vraies situations, 4 IGS dont nous avons accompagné l'analyse respectivement les uns les autres, avec des grands enseignements, en gros, sur la problématique des transferts interétablissements. Des fiches retour d'expérience et réflexes également. Rex et réflexes, cette fois-ci, vous retrouverez sur le site du CK. Donc, n'hésitez pas, elles sont, comme vous le savez, en téléchargement libre. Donc, là aussi, des choses en lien avec cette thématique des urgences aujourd'hui. Et enfin, des flashs sécurité patients, vous savez, rédigés par la Haute Autorité de Santé, en lien notamment avec le SAMU. Vous voyez, si coordonnées avaient communiqué, ou encore, ça peut aussi vous arriver SAMU et si chacun jouait sa partition. Donc voilà, des ressources qui sont à votre disposition, site de la FORAP, site du CK, site de la Haute Autorité de Santé. N'hésitez pas à les consulter si ça peut vous aider. Je laisse la parole maintenant à Valérie pour cet challenge. On va vous parler du challenge. C'est un concours qui est organisé par la FORAP, c'est le groupement des structures d'appui. C'est nous qui nous en occupons. En région Nouvelle-Aquitaine, effectivement. Qui peut participer? C'est l'ensemble des professionnels de la Nouvelle-Aquitaine, qu'on soit du sanitaire, du médico-social ou de la médecine de ville. L'objectif, c'est de sensibiliser les professionnels aux événements indésirables associés aux soins ou aux presque accidents et de partager avec les autres professionnels, d'en discuter, de promouvoir en tout cas la déclaration des événements indésirables associés aux soins. Il suffit de s'inscrire au CK. Vous avez un petit code de QR code qui qui fait le lien avec l'inscription. Sinon, vous pouvez aussi nous appeler. De toute façon, on entrera en contact avec vous et on vous aidera à trouver un événement indésirable associé aux soins de l'année 2024 qui pourrait vous permettre de participer à ce concours. On vous aidera à faire l'analyse si vous ne l'avez pas déjà faite et puis on vous aidera à remplir un petit peu la trame qui est prévue pour participer à ce concours. Voilà, tout ça avant le 28 février. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je pense que c'est... Bon, si, qu'est-ce qu'on gagne? Ah oui, qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on gagne? 5 séances collectives de sport, voilà, de sport, de bien-être, de yoga. Enfin bref, en tout cas, ce sera la possibilité, en fait, pour l'équipe de se retrouver au cours de moments faits pour l'équipe. Donc, des thématiques à choisir, plein de possibilités pour se faire du bien en équipe. Donc voilà ce que je propose. Une question qui nous a été posée, c'est que, en fait, il s'agit d'inscription pour une équipe. Oui. Donc, on peut très bien envisager au sein d'un établissement qu'il y ait plusieurs équipes qui participent. C'est possible, surtout n'hésitez pas. Voilà. Et puis, j'avais pensé à autre chose et c'est parti, mais c'est pas grave. Oui, vous avez dû recevoir au sein de la newsletter, notre dernière newsletter, une petite info avec le lien d'inscription. Évidemment, vous le retrouverez sur le site du CK à votre disposition et c'est le même petit QR code qu'il y a ici ou alors un petit lien traditionnel pour vous inscrire. Vous avez besoin d'infos, vous pouvez nous contacter, on peut en échanger ensemble. En tout cas, voilà, l'idée, vous l'avez compris, inciter à la déclaration et à l'analyse ensemble, voilà, en équipe de l'événement désirable. Et le vainqueur, il y aura un vainqueur. Oui, attends, aussi. Un vainqueur pour la filière sanitaire, un vainqueur pour la filière médico-sociale, un vainqueur pour la ville. Et je vois
Anne, notre responsable de com, est plus rapide que l'éclair. Elle vous a tout mis dans le chat. Et donc, les vainqueurs seront annoncés lors de la prochaine journée régionale du STK le 26 mars. Et les vainqueurs participeront au challenge national. Merci. Voilà, exactement, puisqu'il y aura un vainqueur après national dont le nom sera annoncé lors de la prochaine semaine sécurité patient en septembre 2025. Voilà, je pense qu'on a fait assez complet. Et donc, Anne, vous avez remis effectivement dans la conversation, dans le chat, toutes les informations pour, si vous souhaitez, en savoir plus sur le challenge, voire y participer. Nous vous attendons nombreux. On vous attend. Voilà, bah écoutez, je pense on est arrivé au bout de ce webinaire. Je ne vois pas de questions supplémentaires. Ok. Ouais, ben, il me reste qu'à à nouveau te remercier, Laurence, pour ta participation à ce webinaire. Merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant. Voilà. Encore une fois, le webinaire sera disponible en replay sur notre chaîne du CK. Et nous restons à votre disposition, bien entendu, si vous avez des questions, même après ce webinaire. Bonne Merci journée. à tous. Au revoir. Merci à tous. Bientôt. Au revoir.